Hi everyone, good morning. Bonjour à tous et à Good toutes. afternoon and good evening. Apologies, we were just joining Bon the call. We're après-midi waiting ou for bonne nuit en fonction d'où people vous to êtes join connectés. this Désolée call pour on ce petit allocation and retard. On capacity attendait à ce que tout investments le monde soit for présent pour Grand Cycle participer 8 à at cette the Global Fund. réunion importante sur les allocations des investissements catalytiques et à propos du 8e cycle de subventions et les allocations et investissements catalytiques. French and Spanish Nous vous today. demandons de bien choisir le canal d'interprétation que vous préférez. Aujourd'hui, nous avons des services d'interprétariat en français, anglais et espagnol. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton relatif aux interprétations qui se trouve en bas de votre écran et accédez à votre langue préférée entre l'anglais, le français et l'espagnol. Nous avons collecté toutes les questions que vous formulerez. Il y aura une séance, donc vous avez en fait un chat dans le Zoom où vous pouvez poser vos questions. Vous devrez cliquer sur un bouton pour pouvoir donner vos questions. On a beaucoup de participants, donc nous partagerons de toute façon cette séance qui sera ensuite partagée après cette rencontre avec tous les participants. Par ailleurs, ça sera aussi publié sur le site web de notre organisation. On a ici plusieurs équipes de Global Fund, le secrétariat qui va nous présenter aujourd'hui l'équipe des allocations et des investissements catalytiques. On peut commencer si on veut bien partager maintenant notre présentation. Il y a deux sujets principaux qu'on va aborder aujourd'hui. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante et nous cédons la place maintenant à Julia qui peut commencer et nous parler de la répartition du 8e cycle de subventions. Julia, à toi la parole. Bien. Bonjour, bon après-midi et peut-être même bonne nuit pour certains d'entre vous. Je suis Julia Martin et je suis la responsable de la stratégie et des politiques au secrétariat de Global Fund. Je suis très contente d'être ici avec vous. Je vais vous parler d'ores et déjà des allocations du 8e cycle de subventions. Nous allons tout de suite voir les contenus dans la diapositive suivante. Très bien. Donc, pour vous expliquer un petit peu le contexte de la situation, de comment est-ce qu'on s'occupe des allocations, je voudrais vous dire que le 8e cycle de subvention est axé sur les programmes durables et les transitions efficaces, soutenus par une série de changements stratégiques. C'est un procès qui est très robuste et qui est donc tout à fait espalé par les différents groupes comme aussi le conseil d'administration de Global Fund. La toute première chose que je souhaiterais partager avec vous, c'est sur le fait que le 8e cycle de subvention a deux objectifs concrets. Tout d'abord, apporter des transitions effectives et pouvoir appliquer un soutien à tous les pays du Global Fund. Parfois, on peut être un petit peu plus efficace dans certains pays que dans d'autres. Et c'est dans ce contexte qu'on a toute une série, ce que le secrétariat appelle des changements stratégiques en ce qui concerne le 8e cycle de subvention. La dernière semaine, on en a parlé, il y a eu une action. Vous avez certainement entendu parler de ces changements. On ne va pas parler de ces changements dans les détails, mais vous savez déjà qu'un de ces changements, néanmoins, à voir avec le financement, arriver le plus possible aux pays qui en ont le plus besoin et qui est la plus grande charge aussi de mobilité. Ça a été une décision de notre conseil d'administration et ainsi nous avons aussi une formule d'allocation différente pour le bien de tout ce qui a à voir avec la sanité. Les pays qui ont la charge de mobilité la plus importante devraient couvrir ainsi les certaines maladies qui vont être priorisées. Ça ne veut pas dire que c'est exclusif, mais pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, en ce qui concerne les allocations par pays, nous avons 10,7 milliards de dollars américains qui ont été alloués au pays pour le 8e cycle de subvention. Cela représente une baisse de 17,9% par rapport aux allocations du 7e cycle. Ce n'était pas aussi élevé que lors du
7e cycle d'allocation. Presque tous les pays ont vu leur allocation réduite et les pays à faible revenu se confronter à des environnements opérationnels difficiles bénéficiant des réductions les plus illimitées. La gouvernance des pays aussi, de certains éléments doivent être pris en considération en termes de santé, en termes des 3 maladies sur lesquelles nous travaillons. Il faut qu'on fasse preuve d'une certaine flexibilité. Donc là, on parle du 8e cycle de subvention et on a environ 20% en moins par rapport aux allocations du 7e cycle. En plus, presque tous les pays ont vu leur allocation réduite. Ceci va de mai au juin et on a vu une sacrée réduction en ce qui concerne les fonds disponibles pour les pays lors du round du 7e GC en raison de fluctuations et aussi en ce qui concerne les financements des donateurs à partir de ce point où il y avait des réductions importantes, des réductions de 10,7 milliards de dollars américains. On ne voudrait pas arriver à ce 18% de baisse. Ce 18% peut paraître assez important, mais il y a beaucoup de travail qui a été fait pour réduire les points négatifs. Autre chose qui est important, c'est que tous les pays ont vu leur allocation réduite. Et dans le cadre des réorientations stratégiques du 8e cycle, donc d'allocation et des considérations de viabilité, on voit que la courbe de capacité économique des pays de la méthode d'allocation a été mise à jour. Un autre élément qui me semble important à mentionner, comment est-ce qu'on a réalisé ce changement pour prioriser les pays qui ont une charge de morbidité plus importante, donc à travers des politiques, à travers des changements de politique, à travers des adaptations de ce cycle. On a dû adapter également la formule de charge de morbidité de façon à diriger davantage de fonds aux pays qui ont moins de revenus, par exemple. Par ailleurs, il y a un changement dans la méthodologie aussi. C'est assez quantitatif, ce n'est pas qualitatif en cet aspect. Autre chose qui est important, et j'imagine que June parlera davantage de ce thème. Le deuxième élément, c'est qu'en faisant ce changement, on bénéficie plus aux pays ayant un revenu plus faible et avec un plus haut taux de charge de morbidité en termes de VIH et de tuberculose. Ce n'était pas la même chose en ce qui concerne, par contre, le paludisme. Et les allocations du Fonds mondial doivent être considérées, en tout cas dans un contexte plus large d'un paysage de financement de la santé en pleine évolution et en baisse. Le conseil d'administration a pris les décisions donc de donner davantage de flexibilité au secrétariat pour augmenter les allocations en ce qui concerne le paludisme. Autre chose que j'aimerais dire, peut-être la dernière, c'est qu'avec tout cela, on a fait un grand changement en ce qui concerne les allocations. Il y a eu des transitions dans bon nombre de pays, là où le 8e cycle d'allocation arrive aux allocations finales. Et ça, c'est plutôt important. On doit prioriser davantage, avoir des priorisations beaucoup plus rigoureuses qui se basent sur les statuts d'épidémiologie des pays au niveau actuel aujourd'hui. Et même en ce qui concerne le niveau subnational, la priorisation est essentielle pour les interventions et ce genre de programme. On doit également créer de l'espace pour des nouvelles innovations, comme par exemple les diagnostics en termes de tuberculose et augmenter aussi tout ceci et on doit avoir un espace viable pour les financements, pour les systèmes aussi, qui peuvent augmenter lorsqu'on a moins de fonds. Donc, on doit faire plus avec moins de fonds. Sur ce, je donne la parole maintenant à John qui va nous parler de la méthodologie et des décisions, de même que les résultats. Merci. Merci beaucoup, Julia. On peut passer maintenant à la diapositive suivante. Donc, c'est la méthodologie d'attribution du 8e cycle de subvention
On va commencer avec à regarder ce graphique. Ceci représente le total des fonds disponibles pour les allocations après les révisions. Donc, vous avez les quantités. Tout d'abord, ce qu'on fait, c'est déduire les investissements catalytiques et le reste qui reste est destiné aux allocations des pays. Là, pour les 10 milliards 783, ça va à travers la formule donc d'allocation et la partie centrale en vert représente cette formule d'allocation. La première chose qu'on fait, c'est de répartir mondialement les maladies. Ensuite, tout ce qui se passe retourne dans cette formule. Par exemple, pour la formule, prenons par exemple les allocations en ce qui concerne le VIH. On calcule pour un pays éligible un fonds partagé qui se base sur la charge de morbidité du VIH et de ses capacités économiques. Après, on a une barre verte, bleue et jaune serait à voir avec la prédictibilité des financements lorsqu'on passe à un prochain cycle d'allocation. Une fois que cette formule est produite, on a une idée plus claire, c'est fait, c'est revu pays par pays en fonction d'ajustements qualitatifs. C'est un processus qui est supervisé par le comité stratégique et qui approuve aussi tous les facteurs qui sont considérés. Ce sont des facteurs spécifiques au pays qui ne peuvent pas être capturés pleinement par la formule. Par exemple, dans le cas du VIH, on ajuste pour les populations spécifiques qui sont affectées de façon disproportionnalité du VIH au sein des pays. Après, il faut couvrir les fossés et des espaces fiscaux. Beaucoup de facteurs, en fait, doivent être considérés de façon holistique au niveau des pays. Ceci a du sens. Et des ajustements incrémentaux sont faits. Et on a la formule qui arrive à un montant. Après, Julia a déjà mentionné la courbe des capacités économiques des pays, par exemple, c'est une partie de la formule qui est représentée en fait par capita. Cette courbe a été mise à jour de façon à obtenir davantage de fonds à partir de pays qui ont des revenus plus élevés. Un autre changement clé dans ce cycle a été les indicateurs en termes de charge de morbidité, de paludisme. On peut passer maintenant à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Et ce que nous sommes en train de projeter maintenant est la répartition par maladie. On voit également ici les ajustements qui ont été faits lors des ajustements qualitatifs. Commençons par la gauche. La première barre correspond aux subventions du 8e cycle de subventions. Là, c'était au début de ce cycle, on repasse à décembre 2002, après il y a le 3e, après la repriorisation. Et la dernière barre illustre le 8e cycle de la subvention, là où nous sommes actuellement. Et donc, on voit que 5,278 milliards de dollars américains pour le VIH, 1,964 milliards de dollars américains pour la tuberculose et 3,540 milliards de dollars pour le paludisme. Cette financiation est bien sûr en train de diminuer. Néanmoins, en se basant sur ce changement stratégique que Julia a mentionné, on espère arriver à de meilleurs résultats. On voit un passage important du 40,2% lors du 7e cycle à 42,6% en ce cycle, 8e cycle d'allocation. Et la section bleue représente les revenus plus bas en ce qui concerne les pays. Ces financements partagés sont relativement stables avec approximativement à 44%, aussi bien dans le cycle préalable que le cycle actuel.
Là, on a une autre diapositive et on voit où se trouve la charge de morbidité la plus importante. Les couleurs les plus obscures représentent les quantités qui ont été allouées pour chacun des cycles. 4 pays se trouvent dans la liste des 15 ayant la charge de morbidité la plus accrue. Et de plus, ils ont des revenus bas. On voit que pour les 3 maladies, il y a une augmentation aussi de façon relative. On voit que les allocations passent par exemple de 54% à 56% en ce qui concerne la tuberculose, de 28% à 31% pour le paludisme et de 60 à 70% dans la partie la plus basse représente le reste du portfolio. Prochaine diapositive. Ici, on a les allocations par région, constituées par région. On voit que chaque région a en fait une majeure concentration du fonds sur le continent africain et à partir de ce cycle, on voit que les allocations représentent à 79% de la financiation totale. Et de façon générale, les chiffres que vous voyez ici sont représentatifs des différents niveaux de revenus qui sont variables en fonction des différentes charges de morbidité. C'est ce que nous voulions commenter. Si vous avez des questions, nous serons heureux d'y répondre. Maintenant, je passe la parole à Lily qui va nous présenter les investissements catalytiques. Bonjour, je suis Lily. Je vais vous parler des investissements catalytiques. Je vous invite à passer déjà à la prochaine diapositive. Les investissements catalytiques sont mis en œuvre selon 3 modalités. Et on parle ici de fonds directs pour répondre aux besoins les plus importants des pays. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de Global Fund et souvent ils sont ancrés sur des priorités. Il y a des produits sanitaires, il y a une augmentation de l'accès des produits pour la santé de façon plus efficace et plus innovative. Ces fonds sont des fonds de contrepartie qui sont approuvés tôt dans le cycle et éligibles pour les fonds de contrepartie et sont disponibles pour les pays sélectionnés en fonction des domaines stratégiques clés qui ont été approuvés par le conseil d'administration de Global Fund et qui sont extrêmement importants. Et ainsi, les fonds de contrepartie doivent être identiques aux fonds de contrepartie du pays, de l'allocation du pays. Et ils sont déployés à côté des fonds les plus importants au niveau du pays. La modalité suivante a à voir avec les initiatives stratégiques et celles-ci sont centralement gérées au niveau des investissements qui peuvent être opérationnalisés à travers des investissements. C'est approuvé, là ce qu'on voit là va être approuvé en 2026, bien que ça commencera en 2027, de façon à ce que les pays puissent commencer à interagir de façon plus stratégique plus tard dans le processus. Le dernier investissement, en ce qui concerne les investissements catalytiques, sont des allocations multipartites, multi-pays et sont limitées à une série d'investissements qui ont été définis au préalable. Ceci est approuvé dans un calendrier différencié. Ça dépend vraiment des besoins d'une région spécifique. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Les investissements catalytiques sont approuvés par le conseil administratif de notre organisation au niveau des niveaux de priorité. Les priorités pour le G7-8, le 8e cycle, sont listées au tout début de cette diapositive. Ces priorités ont été identifiées et redéfinies avec des commentaires de la part de partenaires, entre autres. Et il y a donc un alignement très fort entre le changement stratégique dont Julia vous a parlé et le début. Et ces priorités soutiennent directement. Et ces allocations doivent être opérationnelles
pour soutenir la transition et se focaliser sur des ressources en ce qui concerne la charge de morbidité la plus élevée. Je voulais mentionner également qu'il y a une priorité spécialisée qui n'est pas montrée ici et on parle ici du fonds d'urgence. Et là, on a des ressources pour soutenir directement les services pendant les crises. En février, le conseil d'administration de Global Fund n'a pas seulement approuvé les priorités d'investissement catalytique, mais approuvé également certains changements et des priorisations en ce qui concerne les fonds disponibles pour les allocations. C'est ce que vous voyez dans la barre grise et il y a un partage important qui nous vient de contributions additionnelles provenant du secteur privé et de donateurs privés. Et ceci inclut des priorités et des composants pour les priorités. De plus, il y a des fonds individuels qui vont de pair avec des initiatives stratégiques et des allocations multi-pays. Et ici, il y a des investissements qui, ensemble, constituent des composants que vous pouvez voir ici. Diapositive suivante, s'il vous plaît. On va maintenant se concentrer sur les fonds de contrepartie qui sont disponibles juste pour un groupe de pays, des prêts gris qui sont priorisés pour s'aligner avec les objectifs de ces fonds de contrepartie particuliers. Par exemple, un fonds de contrepartie qui se focalise sur des contrats sociaux pour assurer une sustainabilité, une durabilité de l'accès aux services pourrait prioriser certains pays qui ont des contractations sociales qui le voient comme une priorité nationale, éligibilité pour des donc fonds de contrepartie spécifiés est inclus dans une lettre d'allocation du pays de façon à ce que le total est bien défini. Ainsi, les conditions de financement soulignent les allocations d'un pays. Il y a une somme minimum d'investissement qui est demandée pour chaque domaine de priorité. Par exemple, un fonds de contrepartie qui est demandé par l'un doit correspondre et pour avoir un accès de plus. Les conditions des programmes sont également importantes et décrivent les éléments de programme qui doivent être réfléchis, vus en profondeur en ce qui concerne les demandes de fonds du 8e cycle d'allocation. Normalement, ils capturent d'autres éléments critiques en ce qui concerne comment les fonds devraient être investis et s'il y a certaines demandes, certaines spécificités qui sont importantes à mettre en place. La lettre d'allocation inclut un lien à toute la liste des conditions programmatiques et financières pour chaque fonds de contrepartie et voir comment avoir accès à ces fonds complémentaires, ces fonds de contrepartie. Ces conditions sont vérifiées finalement et dans le sens de tout un processus d'allocation de fonds. Et ainsi, ces fonds de contrepartie sont intégrés. Alors, il y a 6 fonds complémentaires qu'on voit ici et de contrepartie qui couvrent donc plusieurs domaines prioritaires. Très brièvement, je voudrais vous expliquer les différents niveaux. Il y a différents niveaux de financement de contrepartie. Il y en a qui a à voir avec les services communautaires et de santé pour la femme et les enfants. Il y en a un autre qui doit plutôt augmenter la maturité, la viabilité des agents de la santé, de même que les systèmes des travailleurs de la santé. Il y a un effort aussi pour étendre les contractations sociales pour permettre d'avoir un meilleur accès aux services, pour catalyser au niveau social et utiliser des ressources nationales pour pouvoir institutionnaliser ces mécanismes. On doit intégrer également la prévention du VIH qui devrait faciliter aussi des tests des autotests en fait, pour les autodépistages de VIH, entre autres, et pour soutenir à l'intégration de la prévention dans le terme du sida, pour améliorer les résultats en termes de santé et avoir des systèmes plus efficaces
Et pour améliorer, on veut développer les contrats sociaux pour faciliter l'accès aux services, une prévention intégrale du VIH, des solutions numériques favorisant l'intégration, des gestions des finances publiques, s'attaquer aux obstacles liés aux droits de l'homme et à l'égalité des sexes qui entravent en fait l'accès aux services. Et finalement, on a ce fonds ce qui a à voir avec les droits humains et à l'égalité des sexes qui s'entravent l'accès aux services. Et là, il s'agit de favoriser l'approbation nationale des programmes afin d'éliminer les obstacles aux services liés au VIH, à la tuberculose et au paludisme, en particulier ceux liés aux droits humains ou au genre, en soutenant des interventions programmatiques ciblées pour surmonter ces obstacles et maintenir l'accès à des services essentiels et de qualité en matière de VIH, de tuberculose et de paludisme. On espère ainsi pouvoir s'améliorer. Dans certains cas, on veut pouvoir offrir des ressources additionnelles pour aider le maintien des services essentiels. Je vais arrêter ici et je vais donner la parole à mes collègues pour les questions et réponses. Julia, please. Marcella, si tu me le permets, est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr. Sorry, Non, I don't- je n'avais pas vu que tu demandais la parole. Alex, if Très you can bien. put Nous the allons first set passer à of la diapositive questions. suivante. So, Si on peut for projeter les the premières participants, I'm questions, gonna s'il vous read the plaît. questions so that interpreters Pour les can share it in participants, different languages. je vais lire les And questions de Catherine, façon à ce que les you're, interpréteurs puissent traduire les as part of the questions. integrated HIV Est-ce que les prevention pays matching peuvent second question is, the contracter quantitative adjustments are noted une as being prévention, enfin, transparent and accountable, but it does not seem to be avoir en tant que possible to partie see intégrée de la what those prévention qualitative du adjustments were, VIH? how they Est-ce que were les decided, produits, or what the financial impact was. Are there plans to release this comment est-ce information qu'on peut on continuer dans ce for each thème? Quel peut country être and l'impact company? financier? Next question is, with the Il recent faudrait shift partager in ce type de Brand questions. Cycle L'autre A, how does question, et Upload avec the le fear changement of récent dans le low G7-8, development comment countries, right? Least est-ce developed countries, le fait graduation d'avoir impacts the différé de sustainability façon transition formelle and l'impact co-financing de la requirements. Does a graduation, de la durabilité de automatically transition et freeze de the cofinancement que accelerated les transition timelines, demandent? or Est-ce allocations for already que approved components ceci subject to congèle conditions based on automatiquement the la INO transition 2026 accélérée graduation ou les target? allocations qui ont déjà été What does approuvées external sont financing and réduites maximum minimum shares pour mean? l'objectif And de what 2026? is C'est également une question global qui disease dit split and final qu'est-ce que allocation signifie proportion financement between HIV, externe TB, and malaria? et quels sont le So we're going to maximum, le go to the minimum first question, which partagé? is Qu'est-ce for qu'on entend par you. là? Et quel est Le, la répartition mondiale des maladies, l'allocation, les proportions entre VIH, la tuberculose et le paludisme? Alors, on va essayer de répondre. Il faut prendre en compte les proportions et les services. L'idée ici est d'avoir une solution appropriée à chaque pays qui serait concordée pendant le développement de la requête de financement. Donc oui, ça serait possible de le mettre en œuvre, mais comme partie d'une discussion plus large. Alors, question numéro 2. Merci beaucoup pour la question. En ce qui concerne la transparence et la redevabilité, tout d'abord, tous les pays vont à travers des discussions, des ajustements qualitatifs. Il y a certains pays qui doivent ajuster certains points. Il y a certains pays pour lesquels la formule d'allocation est le résultat. Donc, il faut garder ceci à l'esprit. Après, il y a un comité de stratégie, un subcomité aussi du conseil et comme tel, il reçoit un rapport d'ajustement qualitatif et il y a des détails qui doivent être donnés, ceci par pays, par component où les ajustements ont été faits. Il ne s'agit pas de documents qui sont secrets. Il y a beaucoup de groupes qui font partie du conseil. Ainsi, ce type d'information est accessible facilement. Peut-être qu'on pourrait
les publier. La question, est-ce que ça peut être publié pour que tout le monde s'en serve? Non. Il faut être transparent. Nous sommes très transparents à propos des mesures que nous prenons et des résultats. Ces matrices ont des ajustements qualitatifs, comme c'est le cas, par exemple, de la matrice qui a à voir avec la charge de morbidité des maladies. C'est guidé par nos partenaires. On a des partenaires techniques comme l'UNAIDS, le WHO, Stop TB, The Malaria Partnership. Et ils sont donc très informés de ce que nous faisons. Maintenant, je donne la parole à Matt. Merci beaucoup. En ce qui concerne la question numéro 3, je ne sais pas si je l'ai bien compris. Quelques commentaires rapides. Il y a différents pays qui laissent de côté Bon, en fait, il y a des lettres d'allocation qui leur ont été données. Ceci est fait pour améliorer la prédictibilité et le financement qui travaille avec les pays de façon graduelle. Ici, il y a une transition qui a déjà commencé avant le 8e cycle d'allocation. Ceci ne change pas. Il y a des pays qui ont un calendrier de transition à suivre. La question était peut-être sur le fait que les pays changent au fur et à mesure des cycles en ce qui concerne les revenus, leur niveau de revenus. Et certains pays également devraient augmenter leur niveau de revenus. Et ce n'est pas souvent une évolution comme on le souhaitait, comme on s'y attendait. Il y a une mise en place, qu'il se fait une période de mise en place, et ainsi on peut réajuster éventuellement les matrices, mais on travaille toujours avec une certaine flexibilité. Il y a certains endroits où il faut être plus flexible que d'autres, où il y a des circonstances très problématiques dans certains pays, avec des changements de niveau de revenus drastiques, particulièrement actuellement. J'espère que j'ai répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, merci de me le dire et j'essaierai de répondre mieux à votre question ou à vos doutes. Merci, Mathis. Nous donnons la parole maintenant à Gidon. Bonjour, je suis Gidon. Je suis une des experts de l'équipe d'allocation. Alors, on a des quotas maximum et minimum ici. Il y a une étape de financement externe au sein de la formule d'allocation et ceci utilise les informations qui sont disponibles. Et là, on ajuste en fait les allocations qui sont données pour nous assurer que le financement externe est arrivé aux pays qui en ont le plus besoin et qui ont la charge de morbidité la plus élevée à un moment donné. Il y a un minimum qui existe pour garantir certaines allocations quand même au pays, même si c'est petit, mais pour que des programmes puissent continuer à être développés et gérés. On veut que la financiation ne se concentre pas sur un nombre petit de grands pays. On parle d'un 10% du financement total de telle ou telle maladie, ça serait le maximum. Et il y a un 7,5% du financement du Global Fund pour n'importe quel pays. En ce qui concerne la question numéro 4, à savoir quelle est donc la répartition mondiale des maladies. Le modèle d'allocation qui est utilisé, par exemple, on a 49,6% pour le VIH, 18,6% pour la tuberculose et 31,8% pour le paludisme. Mais tel que Julia l'a noté tout à l'heure, le Conseil a donné une flexibilité quand même limitée pour bouger des fonds vers le paludisme. Ainsi, il y a 49% pour le VIH, 32,8% pour le paludisme et 18,2% pour la tuberculose. Et ce, en ce qui concerne la répartition mondiale des maladies. Merci beaucoup. Merci, Gidon.
Nous passons à la diapositive suivante. Je vais lire les questions. La formule mathématique exacte est-elle disponible quelque part en ce qui concerne, on aimerait bien parce qu'il y a des concepts de niveau élevé, des principes, des changements qui sont disponibles depuis novembre 2024 et la réunion, la 52e réunion du Conseil. Donc, quelle est la formule mathématique exacte qui a été inclue? Deuxième question, est-ce qu'on peut appliquer directement à partir d'une organisation non gouvernementale? Et en ce qui concerne les allocations, il y a eu des amendements qui protègent le paludisme. Quelles sont les protections qui sont en place, par contre, pour des fonds, financement, CSO, CBO, CLO, indépendamment de l'argent qui provient de MOH et qui sont dépendants du fonds global. Est-ce que il y a aussi des petites quantités d'un point de vue de comparaison si on parle de fonds qui sont soutenus par des bailleurs de fonds privés? Après, est-ce que vous pouvez confirmer quel est le taux d'échange entre l'euro et le dollar américain qui a été utilisé pour la conversion, qui a été calculé pour les allocations en euros, par exemple? Car on voit une somme réduite, donc peut-être que c'est dû à un taux d'échange qui a été utilisé différent pendant ce 8e cycle par rapport au 7e cycle. En ce qui concerne la question numéro 6, nous donnons la parole à Gidon. En ce qui concerne la formule mathématique exacte, c'était dans les documents du Conseil de novembre 2024. Il y a la courbe des capacités économiques détaillée. La formule telle qu'elle n'est pas réplicable entièrement. Les personnes qui s'en occupent dépendent, en fait, la formule est faite en fonction de données pour certains pays. Merci beaucoup, Gidon. Lindsay, on peut te donner la parole pour que tu répondes. Bonjour, je suis Lindsay Smith. Je suis l'une des managers du département de financement. En ce qui concerne la question numéro 7, il faut se demander s'il est possible qu'une organisation non gouvernementale puisse solliciter directement du financement au Global Fund, au Fonds global. Nous travaillons souvent avec des pays, avec des mécanismes de coordination de pays qu'on appelle CCM, pour avoir une idée globale sur comment demander des fonds et l'une des responsabilités de ce mécanisme de coordination des pays qui évalue à un moment où on reçoit une demande de fonds, c'est pas seulement pour s'assurer que ça soit fait de façon inclusive, mais qu'il y ait un dialogue inclusif avec le pays, être transparent pour que les négociations puissent être réalisées de façon transparente. Ainsi, une ONG pourrait être nominée par le CCM en tant que récipiendaire principal ou qui pourrait devenir l'un des sub-récipiendaires en fait. Mais nous avons confiance en le CCM pour gérer ce type de processus. Il y a des lignes directrices aussi pour chaque pays. Merci beaucoup, Lindsay. En ce qui concerne la question numéro 8, je donne la parole à Anna si elle a quelque chose à dire. Anna, we can't hear you if you're in the room. Yeah, thank you. Anna, on ne t'entend pas. On ne sait pas si tu es dans la salle, mais on ne t'entend pas. Bon, je recommence. Merci beaucoup pour cette question importante en ce qui concerne la société civile, particulièrement dans des contextes où les personnes sont criminalisées, comme nous le savons. Dans le fonds global, c'est souvent le seul type de financement qu'ils obtiennent et dans ce contexte, on a une responsabilité importante pour continuer le travail. Et notre approche lors de ce 8e cycle continue
à placer les communautés, les organisations et les communautés au centre de la conception et des mises en œuvre de nos travaux, de tout le processus, la société civile, en des représentants. C'est important pour nous. Il y a de plus un annexe mandataire qui est obligatoire pour avoir un impact important qui capture des priorités des communautés de façon indépendante pour nous assurer qu'ils soient informés dans le processus de révision, comme le secrétariat. Et lors de la mise en œuvre, on a un cadre modulaire et des interventions qui encouragent les récipiendaires principaux à s'impliquer davantage en ce qui concerne la prévention de VIH, par exemple, pour les populations clés. Autre chose peut être le traitement qui se base sur les communautés, des systèmes communautaires de renforcement. Par exemple, on a les objectifs de l'UNAIDS, et environ 30% des services en ce qui concerne le VIH qui sont dirigés par des communautés. Au niveau des communautés, justement, une population clé aussi doit être identifiée et comme partie du plan de transition, c'est le bon moment. On doit faire très attention. On doit être très conscient de ceci, des signaux aussi, comprendre où est-ce qu'on doit davantage travailler et impliquer les gouvernements, aussi travailler avec les gouvernements, avec les pays de façon continue pour impliquer les communautés et des organisations qui sont dirigées par la communauté. Merci beaucoup, Anna. Gideon, est-ce que tu peux répondre à la question numéro 9, s'il te plaît? Une question qui concerne le taux d'échange entre l'euro et le dollar américain. En ce qui concerne le taux d'échange, je ne l'ai pas sous la main, mais je pourrais retourner vers vous et vous donner le taux exact. C'est le dollar américain a été dévalué en fonction de l'euro depuis le cycle précédent et comme résultat, les allocations en euros sont plus basses. Le processus entier d'allocation est réalisé en dollars américains et en ce qui concerne les échanges entre les donateurs aussi, ceci se voit dans le secrétariat aussi, tous les récipiendaires. Le processus d'allocation lui-même prend en compte ces fluctuations monétaires, mais on se rend compte que ceci peut créer des défis importants dans certains pays. Un changement qu'on a vu important entre le cycle 7 et le cycle 8 réside dans le fait des limites mutuelles. Il est important également de souligner le fait qu'un peu moins des budgets inférieurs se sont centrés sur des domaines en fait qui avaient des prix essentiellement en dollars américains. Les allocations qui sont données en dollars américains sont connectées directement avec ce type de prix, ce qui confronte, en fait, qui représente une portion importante des budgets. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante, ou à la question suivante, en fait? Est-ce qu'il y a une façon, est-ce qu'il y a un accès public au site web qui explique quels pays sont éligibles pour avoir accès aux fonds de contrepartie? Est-ce qu'il est possible d'avoir un pourcentage, un nombre de pays, avoir de plus de données? Une autre question à voir avec les subventions multi-pays. Est-ce qu'on peut y répondre maintenant, ce qui correspond à la transition? Est-ce que vous pouvez nous passer le lien, s'il vous plaît, pour qu'on puisse voir les pays éligibles pour ces fonds? Pour ces fonds de contrepartie, est-ce qu'on pourrait utiliser, par exemple, un contrat pour avoir
une tierce partie nationale. Pour cette question numéro 10, je vais donner la parole à Lily. Oui, il y a, en effet, les lettres d'allocation ne se trouvent pas sur notre site, mais je pense qu'ici, il faudrait quand même qu'on ait une idée des pays éligibles. Lors des cycles préalables, on avait publié un document qui montrait les fonds de contrepartie par pays. C'était en ligne et nous avons l'intention de faire la même chose pour ce cycle aussi. Merci beaucoup, Lily. Merci. Je donne maintenant la parole à Matt pour la question suivante. Je n'ai pas un pourcentage en ce qui concerne le nombre de pays en Afrique qui n'ont pas eu des lettres d'allocation GCA, mais je peux dire néanmoins deux choses. Toutes les lettres d'allocation qui ont été partagées avec des pays, nous avons été dans les lettres très claires et explicites sur le fait que chaque pays avait un calendrier de transition à respecter. On a communiqué cette information directement aux pays impliqués et on l'a fait bien en temps voulu, ainsi que toute cette information qui a à voir aux transitions font partie de ces lettres qui leur ont été données. Je donne la parole à Julia ici. Donc, si un pays n'a pas reçu un fonds, n'a pas reçu une lettre de Global Fund lui attribuant des fonds, est-ce que ce pays, en fait, n'est pas financé directement? Il n'y a pas une allocation différente. On n'a pas répondu à la question numéro 12, n'est-ce pas? On a répondu à la 13, mais pas à la 12. Je voudrais clarifier qu'il y a des subventions multi-pays qui sont financées à partir de ce financement, d'autres qui sont financées à travers des investissements catalytiques. Et ça peut être partiellement, ça a été le cas pour des cycles de subventions multiples. Merci. Donc les investissements catalytiques dont on a parlé tout à l'heure existent lorsqu'on ne peut pas passer à travers cet autre type de subventions. Et je crois que ça a été encore poussé davantage durant ce 8e cycle pour nous assurer qu'on peut avoir des interventions en termes de VIH, de tuberculose et de paludisme, qu'on puisse continuer dans ce sens. Ainsi, normalement, ce type de ligne sera un petit peu plus limité. On a des priorités approuvées qui sont planifiées, qui vont être opératives dans ce 8e cycle. Et on parle d'investissement catalytique qui concerne des subventions pour plusieurs pays. Ça reste notre intention sur le long terme. Pour complémenter ce que Lily a dit, il y a des subventions multi-pays qui continuent pour ces pays à nouveau. Tout a été communiqué à ces pays à travers une lettre en ce qui concerne les calendriers de transition et toutes les autres informations importantes. Il y a des dates limites à respecter. Toutes ces informations sont communiquées dans leurs lettres où on leur attribue un financement. Merci, Matt. En ce qui concerne la question 14, je ne sais pas si on a quelqu'un ici qui travaille dans les opérations et qui pourrait nous répondre. Mais Julia, peut-être que tu peux répondre. Je n'ai pas vérifié, donc je ne peux donner qu'une réponse partiale. C'est correct. On se centre plus sur Wambo, qui est un mécanisme de contractation groupée avec différents prestataires de services pour assurer des produits de qualité. Il y a un grand volume. Pour cela, c'est fait à travers la plateforme Wambu, qui est une plateforme où on peut obtenir des prix intéressants. Dans le contexte néanmoins du 8e cycle où on est, il y a une partie qui a à voir avec la conformation du marché Next Gen. Et là, il y a un focus tout particulier qui est mis. On a ainsi des contractations et c'est fait à travers des travaux domestiques, par exemple. Le conseil de direction
a approuvé et favorise ce type de travail, enfin, c'est obtenir le meilleur prix, de bonne qualité aussi. Je pense qu'on continuera en ce sens et j'espère avoir donné une réponse plus ou moins concrète avec ceci. Merci, Julia. Nous passons maintenant à la diapositive suivante. Nous passons aux questions suivantes. Est-ce que vous pouvez faire des commentaires en ce qui concerne les investissements multi-pays planifiés? Est-ce que vous pouvez faire des commentaires en ce qui concerne les transitions qui ont eu lieu sous le 7e cycle des investissements MC? Qu'est-ce qui est planifié pour la transition pendant ce cycle, ce 8e cycle? Après, quels sont les exemples en le cadre d'obstacles aux droits humains et de financement catalytique? Le fonds a été réduit, intégré, il y a une approche intégrée, d'accord, ça va bien, mais comment alors est-ce que chaque pays pourra expandre les services lorsqu'il y a des ressources limitées et que le pays n'est pas en position de soutenir ceci? Il y a une question aussi qui me dit quand est-ce qu'on va publier l'information qui avait été initialement publiée en décembre 2025. Quand est-ce que ça va être à nouveau republié sur le site? Ma question est comment comprendre, comment est-ce qu'on peut s'impliquer le mieux dans des communautés, comment, en fait, on n'est pas sûr quelles sont les opportunités qui peuvent apparaître en ce qui concerne l'afinancement groupé, par exemple. Matt, est-ce que tu peux répondre à la question 15? Je ne sais pas si ça ne serait pas plutôt Lily qui devrait répondre à cette question 15, car ça aborde tout particulièrement les changements des investissements multi-pays qui provient du 7e cycle jusqu'à présent. Donc, je laisserai plutôt la parole à Lily. Ici, on a les mêmes priorités multi-pays que le 7e cycle. Pendant le 7e cycle, on avait une approche sur 2 pays. C'était une approche plutôt focalisée sur le paludisme, une autre sur l'innovation VIH, et après un très petit qui avait à voir avec le renforcement des systèmes de laboratoire. En ce qui concerne le composant des laboratoires, ça va être transitionné à une initiative régionale à travers une initiative stratégique pour maintenir le soutien, mais d'une façon différente. Merci beaucoup, Liliana. Est-ce que tu peux répondre à la question numéro 16, s'il te plaît? Quels sont les exemples dans le cadre d'obstacles de droits humains dans les financements catalytiques? Alors, les investissements catalytiques qui s'occupent de droits humains et des obstacles en fait aux droits humains et au genre, aux services. Il y a par exemple la stigmatisation, la discrimination, des punitions d'un point de vue juridique, des violences. Ici, on voudrait amplier l'accès à des soins de santé de qualité et qu'ils soient libres de discrimination en tout genre. On va améliorer les lois qui ont à voir avec la santé, des réglementations et des politiques qui puissent permettre un accès aux soins en cas de VIH, de tuberculose ou de paludisme, améliorer en général beaucoup de choses. Également les politiques qui ont à voir avec qui s'attaquent à la discrimination de genre, à plusieurs normes. Il s'agit également aussi d'éviter les violences contre les jeunes filles et les femmes, les adolescentes, et qu'il y ait une meilleure protection sociale des filles et des jeunes qui ont le sida. Je vais répondre à l'autre question pendant que j'ai le micro. Je vais répondre aussi à la question 19 qui est relationnée. J'apprécie l'implication. Il faut comprendre comment est-ce que nous nous impliquons lorsqu'on parle de populations vulnérables et de communautés en grand besoin. Dans ce sens, ce 8e cycle suit un processus particulier. Les communautés devraient participer davantage dans le développement des demandes de financement. À nouveau, il y a l'annexe sur les communautés, tel que j'en ai parlé tout à l'heure. Il est indispensable pour les portfolios principaux
C'est une notion qui doit nous aider à améliorer la participation et à nous permettre également d'avoir toute une variété de partenaires techniques qui pourraient soutenir les populations clés, les communautés vulnérables, pour s'engager davantage dans le processus. Et comme pays partenaires, il y a par exemple la France, il y a l'UNAIDS qui peut également soutenir ce travail au niveau du PNI. Je ne sais pas si tu veux répondre également à la question numéro 17. Oh, peut-être quelqu'un d'autre, non? La question 17 et 19 ont déjà été répondues par Julia puisqu'elles étaient connectées. Ah, d'accord, merci. C'est vrai. Avec ces fonds réduits, il est vrai qu'on ne peut pas considérer que l'intégration sera la réponse de tout. Ça peut peut-être répondre à une partie. Il y a des changements importants de ce cycle qui est par exemple la priorisation rigoureuse, une priorisation programmatique et la réduction également des coûts. En ce qui concerne la gestion des programmes, il y a certaines choses que les pays devront déterminer en tant que collectivité à travers un dialogue dans le pays et au-delà de leur pays. Il faut prioriser et déprioriser aussi en ce qui concerne notre financement, en se basant sur la recherche, sur la science, sur l'épidémiologie du pays. Et il faudra travailler sur des interventions qui aient un impact. L'intégration est une façon importante de potentialiser dans bon nombre de cas, pas seulement d'améliorer l'expérience des clients, mais également les résultats en termes de santé. Il y a des programmes de priorisation rigoureux, des interventions propres qui ont besoin d'être présents dans les dialogues de pays en ce qui concerne la question numéro 18 et les notes. Elles ont été publiées en 2025 et le secrétariat a décidé qu'il fallait analyser de façon plus prudente les différentes situations des pays en termes de fondements réduits. Et on devait donner des documents, il fallait qu'on comprenne comment offrir des documents et des notes qui pourraient aider les pays à dialoguer en termes de priorisation en se basant sur les différents changements de GCH. C'est ainsi qu'on a enlevé ces lignes directrices de notre site de façon à s'aligner avec le reste des changements et simplifier toute cette information pour qu'elle soit plus facilement utilisable par nos utilisateurs. Ce sont des processus rigoureux qui doivent en tout cas être appliqués dans les dialogues de pays. Donc, sous peu, ce type de documents et d'informations sera partagé. On a beaucoup de travail en amont à faire pour que ces documents, ces informations soient donc facilement utilisables et surtout fructueuses pour les discussions. Merci beaucoup. Merci Julia. Nancy, est-ce que tu peux intervenir pour répondre à la question 20? Oui, cette question à voir avec l'accès aux subventions et on parle surtout du Nigeria. La deuxième partie parle de l'accès au financement pour les ONG. Je voudrais juste clarifier qu'en termes de communication des subventions, c'est passé au CCM, à savoir au mécanisme de coordination des pays en tant que acteurs principaux, le CCM est l'organe qui est responsable pour avoir un dialogue intégré de pays et de préparer les demandes de financement et ainsi le soumettre au Global Fund pour avoir une demande de fonds officielle. En ce qui concerne l'accès du financement pour Nigeria, ça doit être coordonné par CCM qui développe ce type de demande de fonds pour les ONG. Dans la plupart de notre pays, on a aussi bien des organisations de la société civile que des gouvernements, bien que ce ne soit pas nos récipiendaires principaux. Ainsi, si une ONG est intéressée à faire du volontariat, par exemple, ou faire partie des arrangements et des implémentations générales, il faudrait qu'il rentre en contact avec le CCM pour comprendre bien les statuts de financement. Merci, merci Lindsay.
On peut peut-être passer à la prochaine diapositive d'ores et déjà. Merci beaucoup pour toutes les présentations. En ce qui concerne disons, la conformation du marché NextGen et la réponse en termes de financement, quels sont les montants qui sont alloués pour chaque domaine de maladie, pour le VIH et le paludisme essentiellement? Est-ce que vous pourriez faire des commentaires en ce qui concerne les investissements qui sont gérés, limités dans le cadre du cycle 7 et le 8e cycle? Donc les lettres en ce qui concerne les fonds alloués pour les multi-pays ont déjà été envoyés. Est-ce que vous pourriez confirmer la liste des pays qui sont en transition dans le 8e cycle et les autres pays aussi pour le 9e cycle? Et on passe maintenant la parole à Julia. Yes, thank you. So on the first question about the next-gen market shaping SI, there aren't predefined amounts for each disease area, and that's because the SI needs to respond agilely to the products in the pipeline and the opportunities as they emerge. So we've seen that really clearly in GC7. The SI has provided support across all 3 diseases to procure next generation nets, NPOC, and also LEN. So they've really capitalized as opportunities come up to make sure that across the diseases, we're bringing those products online. Vous capitalisez les opportunités de façon à ce que les maladies puissent être palliées, qu'on puisse offrir les produits en ligne aussi rapidement possible. Je redonne la parole à Julia pour répondre à la question numéro 23. C'est une excellente question. Ce sont des mécanismes pour le financement. Ils sont très importants, ces fonds sont relationnés avec le C19 et pas avec le GC7, pas avec le 7e cycle. Et ils ont été utilisés tout le long de cette année, la majorité de ceux-ci pour soutenir des systèmes et donner une assistance technique. Chacun de ces deux peut avoir, par exemple, dans le contexte Boxer, qui a à voir avec la gestion de la chaîne de soutien et le renforcement du système. On a également obtenu des fonds du secteur privé pour le renforcement du système et je pense que c'est très positif. Ça nous aide à essayer de comprendre comment continuer le travail avec les pays en ce qui concerne la chaîne de beaucoup de choses. Et je crois que ça va continuer son travail tel que ça a été le début. C'est une initiative qui a été faite pour générer en fait les dollars américains du C19 qui était très différent du GC7. J'espère que je ne vais pas compliquer les choses. Nous sommes conscients de l'importance qu'on doit faciliter cette transition. Merci. Merci Julia. La question suivante à voir avec les subventions multi-pays, l'INSEE. Oui, je peux répondre là. Réponse à cette question. Et la suivante. En fait, je vais vous donner 2 éléments de réponse. Tout d'abord, il y a différentes sources de financement pour les multi-pays. On a des demandes de fonds multi-pays pour des pays individuels que pour des groupes aussi. Les lettres d'allouement de fonds pour ces multi-pays ont déjà été données. Il y en a 5. Après, il y a des sources additionnelles de financement pour certains multi-pays qui font partie de domaines prioritaires catalytiques. Et je crois que Lily en a déjà parlé, donc on ne va pas reparler de ça totalement. Tout d'abord, en ce qui concerne les investissements catalytiques multi-pays, ça n'a pas encore été finalisé en termes de communication. Répondons à la 25 maintenant. On parle de la société locale civile. Je reviens à nouveau à l'idée que c'est
mécanisme CCM de coordination de pays est le responsable à demander des financements du Global Fund et que le CCM est celui qui nomme en fait les récipiendaires principaux et qui donne l'information à propos de toutes les organisations qui sont faites pour la mise en œuvre, qui inclut aussi des subrécipiendaires pour la gestion aussi générale de ce type de fonds. Et une nouvelle organisation de la société civile pourrait être d'aide importante pour les décisions qui seront prises pour la mise en œuvre générale et des acteurs clés qui devront décider dans chaque pays. Merci, Lindsay. Matt, est-ce que tu peux répondre à la question numéro 26, s'il te plaît? On a déjà communiqué les listes aux pays directement, tel qu'on l'a dit tout à l'heure. Nous n'avons pas encore publié la liste complète, donc je ne peux pas la partager avec vous maintenant, mais d'un point de vue historique, le Fonds global a publié toute une liste qui est en transition sur notre site web pour ceci, et on va publier bientôt cette liste générale en ce qui concerne les cycles, et ce du cycle 7 jusqu'au cycle 9 aussi, de façon externe. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît? Comment prendre en compte comment est-ce qu'on peut... En fait, est-ce qu'il y a des restrictions pour allouer ce type de ressources spécifiques pour les populations clés, des services qui soient plus faciles à utiliser, ou les deux, ou des installations aussi qui soient limitées à des populations clés, des services intégrés? Est-ce que c'est suffisant pour inclure ces activités dans les propositions de subventions? Quand est-ce que les informations seront rendues disponibles en ce qui concerne les différentes maladies, les pays, les CCM? Est-ce qu'il y a des lignes directrices, des pourcentages maximum, minimum qui peuvent être pris en compte pour des composants importants? Pour les RLSH, quels sont les exemples concrets de contrats sociaux amplifiés? Est-ce qu'on utilise les subventions du Fonds global pour faciliter les contrats entre le gouvernement et les sociétés civiles en tant que récipiendaires et subrécipiendaires? Graduellement, il faudra remplacer ce type de subvention pour la société civile. Autre question, en ce qui concerne la 27, merci pour cette question. Avant d'appliquer la formule d'assignation, ceci est fait à partir d'informations récentes qui proviennent des donateurs comme l'USG, par exemple, pour le financement des prochaines années pendant les 3 ans. Et ces données sont étudiées directement. Ces données, en fait, sont mises dans la formule, et tel que Gidon l'a dit, cette formule essaye de refléter tout ceci en prenant en compte le financement total en ce qui concerne le fonds global et les lieux externes. On prend en compte là où il y a un grand besoin pour les pays les plus affectés. Et pendant ce processus d'ajustement qualitatif, on fait une analyse granulaire plus détaillée de façon à prendre en compte les activités que d'autres donateurs comme le PMI utilisent pour financer. On fait ensuite une analyse et on essaie de combiner cela avec d'autres facteurs à propos du pays, comme par exemple les fossés en termes de couverture dans les services qui peuvent sauver des vies, les diagnostics en termes de paludisme et de traitement, etc. On essaye d'apporter des ajustements qualitatifs. À partir de là, il y a un panel qui s'occupe de ces ajustements qualitatifs. À partir de recommandations, c'est considéré dans la formule. Et je dois ajouter que les assignations de fonds se font dans un moment concret. On peut utiliser les informations qui sont disponibles à un moment donné. Merci beaucoup. Sun, Anna, je ne sais pas si tu vas répondre à la question numéro 28.
Oui, il n'y a pas de restriction. Ce financement du Fonds global peut être utilisé pour des programmes capés en ce qui concerne des installations, des services communautaires, en ce qui concerne les estimations. C'est un bon point de départ. Néanmoins, les données n'ont pas de demande particulière et ce programme CAP n'est pas non plus une nécessité. Il faudrait voir comment intégrer les services CAP là où c'est le plus approprié. Mais si ça peut être financé à travers le fonds global, est-ce que je peux répondre à la question 31 puisque j'ai la parole? Oui, bien sûr, s'il te plaît, vas-y. En ce qui concerne le contrats sociaux, oui, en plus des fonds complémentaires, on devrait avoir des subventions qui devraient être utilisées pour faciliter les contractations sociales, pour donner des services de la part d'organisations qui sont basées dans la communauté. Ce type de services doivent être réalisés là où il existe ce type de programme et assurer ainsi que ces organisations aient à la tête les communautés, des contrats sociaux avec des collaborateurs nationaux. Ceci pourrait nous aider à avoir une mise à l'échelle, entre autres choses. Ça peut inclure, par exemple, des contrats sociaux qui peuvent être faits au sein de la communauté. Ça peut être des contrats, des services qui répondent aux questions de genre, par exemple, ce type de choses. En ce qui concerne les financements nationaux, on espère que ce type de subvention pourrait être ainsi complètement remplacé en termes d'espace fiscal, mais également de contexte politique et juridique. Le gouvernement devrait avoir un rôle important. Merci, Anna. Lindsay, est-ce que tu peux répondre à la question numéro 30 en ce qui concerne les maladies? Je vais vous donner quelques informations. Julia pourrait peut-être compléter un petit peu et donner sa perspective plus stratégique. Donc, une réponse concrète en ce qui concerne les maladies, les répartitions mondiales des maladies. Il n'y a pas un pourcentage spécifique et suggéré. Il y a une considération importante sur le fait que chaque CCM doit s'adapter, doit prendre en compte les répartitions et voir comment ces lettres ont été faites certainement pour l'impact le plus élevé, les portfolios les plus importants. Nous attendons à ce que le CCM puisse discuter aussi les thèmes de tuberculose, de VIH, de paludisme et pourquoi les allocations, pourquoi les répartitions. Ce type de débat doit avoir lieu et doit être documenté aussi, mais le portfolio ne prescrit pas des montants exacts qui soient entendus. On veut essayer néanmoins que les composants de maladie puissent contribuer de façon égale en termes de montant. Julia, est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Non, tu as bien répondu. Et à la question numéro 9, on a déjà répondu à cette question. Donc, très bien. On passe à la diapositive suivante. Pour certains pays, la répartition entre VIH, tuberculose sont plus bas par rapport au 7e cycle, alors que le paludisme est maintenu. Quelle est la logique aussi? Il y a des attestations de dons qui sont données par le Fonds mondial pour pouvoir également déduire un petit peu d'impôts. Et on a discuté des composants et aussi. Alors, est-ce qu'on peut avoir accès aux informations pour avoir une liste complète des pays et des composants affectés? On a 20% de cofinancement qui est calculé en tant que 20% d'un fonds alloué.
Et est-ce que on peut comparer le 7e cycle avec le 8e cycle en termes d'allouements totaux? Donc, Gédéon, est-ce que tu peux en parler? Donc, sans parler d'aucun pays en concret, je crois que la première chose à noter est qu'il y a une répartition mondiale des maladies et il y a une division importante entre les allocations au niveau des pays qui définit pour chacune des charges de morbidité de chaque pays. Mais il pourrait y avoir des pays qui suggèrent par exemple les composants VIH, tuberculose, de l'allocation qui peuvent être plus inférieurs par rapport au cycle précédent, alors que le paludisme reste pareil. Ceci a à voir avec une charge de morbidité très importante de VIH ou de tuberculose dans un pays précis. La formule dans cette situation continue à être utilisée. C'est là où le composant de paludisme a en fait la charge de morbidité la plus élevée. Très bien, Gédéon. Natacha, est-ce que tu veux dire quelque chose? Can you hear me, Marcella? Yes, we can hear you. Thanks. Est-ce que vous Fantastic. m'entendez? So as a matter of principle, Oui, on all t'entend. eligible Fantastique. recipients, i.e. those entities who sign Donc, grants par with us, principe, must ensure that all services toutes and les procurements entités made with grant funds are tax qui obtiennent exempt. des fonds So the doivent SRs and the assurer SSRs, i.e. the que subrecipients tous and the ces sub-subrecipients, must services coordinate ou with the achats PO soient to libres ensure d'impôts, soient that exemptés those services d'impôts. are tax exempt. This Ainsi, is les SRS ou les not the SSRS, les responsibility of such a critical subrécipients, fund. Thanks so much. doivent coordonner avec les PRS pour faire en sorte que ces services soient exemptés d'impôts. Ce n'est pas une responsabilité du fonds global, de toute façon. Merci beaucoup. Merci, Natacha. Mata, est-ce que tu veux répondre à la question numéro 34? Oui, je vais peut-être répondre aux questions 34 et 35 si vous êtes d'accord. Je crois qu'on a déjà répondu à la question numéro 34, mais ce qui a été commenté est qu'il y a des moments de transition pour un portfolio. Et à nouveau, c'est juste de renforcer la prédictabilité pour voir si notre façon de fonctionner fonctionne. Il s'agit, comme on l'a mentionné, nous sommes en train de travailler sur la publication de ce type d'informations externement. Ceci est communiqué en tout cas directement au pays. Bientôt, ça sera à l'accès externe aussi. Pour cette question, on doit garantir qu'on travaille de façon plus proche avec ces pays présents pour avoir une transition concrète et des itinéraires. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et qu'on doit soutenir ce processus de transition et que ça prend du temps. Nous savons que souvent, il faut arriver à des changements pour améliorer le financement, par exemple au niveau national, améliorer les financements nationaux et avoir des implications de cofinancement puissantes, des institutionnalisations, des relations entre la société civile, les systèmes de comité, gouvernement. Et il y a beaucoup de choses qu'on doit faire, comme reconnaître qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Nous opérons avec beaucoup d'incertitudes et c'est pour cela que nous devons opérer certains changements. J'espère que ceci répond à la question numéro 34. En ce qui concerne la question numéro 35, est-ce qu'on peut, comment sont calculés les financements de cofinancement? Alors, c'est calculé sur deux choses. Tout d'abord, la quantité des fonds donnés et les requêtes qui ont été approuvées par le Conseil dans la politique SDG. Ça peut être dans le cadre de cette politique 7,5 par exemple, l'assignation, l'allocation du fonds, ce qui signifie qu'un pays a 100 millions de dollars américains d'allocation, le minimum qu'on veut financer de 7,5 millions, ça peut changer dans certains endroits. Le secrétariat a une certaine flexibilité pour augmenter ce montant dans certains lieux.
En tout cas, ça doit rester en ligne avec nos objectifs stratégiques et les standards, la norme générale est de 15% de cette allocation et ça peut être ajusté. Donc, pour résumer, la somme se base par les points nécessaires qui ont été approuvés par le Conseil et par la transition. En ce qui concerne la dernière question, la 36, peut-être que June pourrait répondre à cette question. Oui, bien sûr, Marcella. Premièrement, juste merci beaucoup. Bon. Yes. Oh, I'm so sorry. Sorry, are you It's asking getting- for 36 or 37? 36. She has Oh, 36, 37, but we only have 36. d'abord, on I this skipped slide. over, sorry. Sure. So on question 36, a great question on whether we can Donc, est-ce que tu peux répondre à cette question? Est-ce que tu peux faire une comparaison entre les totaux du 7e cycle et du 8e cycle? La chose la plus importante, est-ce que en 2025, on est passé à travers un processus de repriorisation? On ne peut pas donc faire une comparaison directe, c'est pas comparable en fait. Le financement du 7e cycle a été inférieur au bout du compte après la repriorisation qui avait été faite. On vous a montré tout à l'heure aussi les différents montants du 7e cycle, ce qui a été réduit, les repriorisations tout au long du 7e cycle à travers les différents groupes et en fonction des maladies, en fonction des régions. Si on fait des comparaisons à un niveau élevé, je crois que cette diapositive peut être partagée. Nous allons passer à la dernière diapositive de questions. On a tellement de questions qu'on ne va pas pouvoir répondre à tous, car c'est bientôt l'heure, il ne nous reste plus que 7 minutes. On va peut-être répondre juste à certaines questions. On va partager dans le chat un courriel auquel vous pourrez nous poser d'autres questions et nous répondrons à ces questions. Donc, si vous pouvez nous envoyer un message avec les contacts de l'équipe de pays de façon à répondre directement à ces questions spécifiques. Ça va être plus facile. Question numéro 37. Plusieurs qui couvrent la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme pour une période de 5 ans. Les financements ainsi obtenus par pays seront-ils pris en compte lors des allocations? Si oui, quelle sera la méthodologie d'alignement entre les interventions? Et sinon, comment baliser les risques de duplication des interventions dans un climat de rareté des ressources? Next question is, we are developing an integrated community-led monitoring model across TB and HIV, including cross-trained paralegals. Given that build community networks and engagement to enable access to services is a GCI catalytic Ils sont en train de investment for you. développer un modèle d'accès qui se base sur les communautés et qui puisse inclure d'autres types de financements aussi, comme les investissements prioritaires catalytiques. Est-ce qu'on peut intégrer le CML? Est-ce qu'il peut être positionné sous cette priorité ou est-ce que ça peut être accessible à travers une modalité multi-pays et comment est-ce que le CLM pourrait être cadré en termes de demande de financement sous RSS pour la tuberculose, le VIH et les deux? Est-ce qu'on peut accéder à une personne focale CNN du Nigeria? C'est un message de John Bali de la Société humanitaire du Nigeria. Et est-ce qu'il pourrait y avoir des formations également? Je vais essayer de répondre à la question en anglais. Effectivement, je crois qu'on en a déjà parlé tout à l'heure lorsqu'on a parlé de stratégie. On a utilisé l'information disponible pour pouvoir établir ces montants de la meilleure façon qu'on pouvait. Comment est-ce qu'on devrait prioriser ces interventions?
process C'est with in-country stakeholders, with quelque partners, with chose qui est en communities, dialogue to mutuellement. Ça determine fait what's partie the d'un best way to processus de prioritize dialogue activities entre les within différentes in parties light of prenantes des the pays, avec les ESG partenaires, avec les actions that communautés, pour countries assign. déterminer quelle est la And meilleure façon de lastly, prioriser les countries activités avec les use the fonds latest available et des information on lettres que that nous to avons ensure that d'accords qui ont été federal ratifiés funding dans has ces come pays. to Et the fund to avoid j'encourage that tout à fait les duplication and make pays sure that we're à actually utiliser les dernières maximizing the informations impact of disponibles en ce investments sens across all sources and pour not just maximiser from the core l'impact des investissements récents à travers toutes ces sources thank you. et non pas Well, seulement Anna, en would ce you qui like to go concerne on the le next fonds page? global. Merci. Thank you. For Oui. community-led Je monitoring, ne sais pas the si tu country réponds grant à la question applications remain the 38. primary vehicle for including the costs Alors, for implementation. And this includes priorities for integrating community-led monitoring. You'll ces find this in the modular allocations framework with a RED focus on ensuring that centrales. community-led monitoring is Ceci positioned se as quality fait d'accord assurance avec working towards un cadre integrating international modulaire national health qui quality improvement souligne mechanisms, comment or also around assurer un domestic suivi, financing and des continuing mécanismes de qualité the good work aussi, in comment advocacy améliorer that ces has been done mécanismes to date. et This autour also includes d'avoir des integrating community-led financements monitoring approaches where nationaux it makes sense, aussi. both Il y a un bon integration travail de across plaidoyer diseases, qui a été fait including jusqu'à the example that présent, qui you provided of the inclut HIV également des as approches well as de non-disease suivi programs related des to access of quality communautés, health services. aussi For bien d'un point de example, vue human d'intégration rights. aussi, qui inclut des exemples, Community-led monitoring is là included où on under parle the de Article tuberculose, de 8 VIH, de même under que the deux Immune programmes qui ne sont System pas relationnés Communication avec les Convention maladies, and Best qui ont à voir avec la Care. qualité des There will be services some sanitaires, additional par exemple, pour support ce qui concerne les to droits public humains, investments yet to be et defined, donner un where soutien we're looking at new additionnel mechanisms for aussi à travers des community-led monitoring investissements catalytiques qui n'ont pas in été terms of définis sustainability and encore, et on social essaye de contracting. trouver là des nouveaux rôles, être plus innovant, être plus viable Okay, aussi so en termes de question 39 contrats has been sociaux. Très responded bien, in the merci. chat by La Lindsay. question Lindsay, you numéro will want to 39, talk je about crois que 30. on y a déjà I will. I'll répondu just mention à travers question le 39 was chat. about how to get in Lindsay, touch est-ce que with a tu veux focal répondre à la point on question your 40? CCM. Je voudrais juste And I mentionner que put la that question into the chat, 39, the link that you can go to, and then you search the country comment and look in the overview nous tab mettre en and get the contact contact avec le details for the focal point for CCM? the CCM in your specific country that Dans you're le chat, interested on y a in. déjà Question répondu. 40 is about whether there is any training On for peut avoir des détails en CCMs ce qui on concerne le proposal point submission. focal pour le There CCM dans has votre been pays training already. spécifique si vous êtes We've been doing intéressé. La question information 40 sessions a à on how voir to avec la apply formation using the full review application, pour for la soumission example, de high impact core propositions. portfolios. The recording of On that a déjà session, organisé des along with those sessions slides, is d'information available sur on the comment Global Fund postuler website pour in un that fonds ou information un session autre. link. We are Vous additionally pouvez trouver providing ce a type follow-up d'informations dans information le session for site focused web du Fonds portfolios this coming Friday. global. So On if you are a in a des focused sessions portfolio, organisées. Il y aura une training session would be relevant for vendredi you, and we'll be going through the qui expectations and how to sera complete the form and the particulièrement required ancrée sur les annexes. So you can portfolios. Donc, cette register for that formation information pourra session être this très coming importante Friday pour vous. if you're a focused country. Je vous Finally, invite à there vous will be new enregistrer pour cette information sessions session that will be coming up in the month d'information. of Et April finalement, to support on CCMs aura and their d'autres applicants formations on how aussi to pendant le mois actually submit d'avril their funding application on the partner pour portal. That is a soutenir new step for aussi Grant Cycle les 8, and so we demandes will de be conducting additional financement, comment on les support trainings for fait, comment CCMs in the utiliser le coming week. portal des partenaires. C'est quelque chose que nous réaliserons Okay, pendant le thank mois you, Lindsay. d'avril. We're at time. Très bien, merci beaucoup. What we will Très bien, nous do sommes arrivés à is la for the fin rest de of the notre questions session. that haven't been Et responded, maintenant, we are going to respond them in pour toutes les writing questions and auxquelles send nous them to n'aurons the pas participants who répondu, on y registered. répondra par écrit So if et your question on hasn't enverra been nos réponses aux answered, participants we qui se also seront added enregistrés. an Donc, email si address on n'a in pas the répondu chat. à You votre can check that email question, on address vous and send us invite your questions à and répondre we par will le mail que respond. nous avons partagé We dans have a le short chat. survey to Donc, see if merci you de copier et appreciate coller our sessions. cette You can adresse mail et de nous envoyer vos questions. a couple Ensuite, on minutes to partagera une respond. brève We would enquête like pour to voir si vous thank avez all of apprécié cette you for session. coming today and for Et your donc, on vous invite à participation and prendre 2 minutes pour engagement. répondre à ce Thanks to questionnaire. presenters as well, Merci and thank encore you so pour much to votre the participation, pour interpreters, votre and interaction. have a Merci à nos good afternoon, présentateurs, nos everyone. présentatrices. Thank Merci you. beaucoup à nos interprètes aussi. On vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de Thomas, if you journée. can Merci wait a encore. little before closing the session. Yeah, Thank you. yeah. Thomas, est-ce qu'on peut donner quelques minutes aux participants pour répondre à l'enquête avant de terminer la session? Ça serait super. Merci.